De la CRIEF maintenant. On va parler de justice, on va parler de la CRIEF maintenant, Yacine Palé. On commence par le dossier de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Luceni Nabé, qui bénéficie d'une liberté conditionnelle. Alors, il faut voir dans quel contexte est-ce que la mort du feu président de la CENI, Luceni Camara, est passée par là. J'ai voulu poser la question parce qu'il y a une accélération. On ne sait vraiment pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a bénéficié, ce qui est une bonne chose, d'une lui liberté, aussi qui se plaignait à un moment donné, il était malade en fait. Il était malade, oui. Il l'est d'ailleurs, d'une liberté sous caution, et il doit payer 10 milliards dans un intervalle de 30 jours pour qu'il continue à... 10 milliards de francs guinéens, bien sûr, dans un intervalle de 30 jours. Wow. C'est quand même l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Ah oui. 10 milliards, c'est beaucoup pour Kourouma. Voilà, donc 1 million d'euros, ça fait l'avenir des 20 jeunes. 10 milliards. 1 million d'euros. Est-ce que je peux continuer? Oui, je dis que 10 milliards de francs guinéens, c'est ce qu'il doit payer jusqu'à ce que son procès se tienne. Je trouve quand même que la démarche elle est plutôt bonne parce que ces gens-là ont besoin d'être libres. Oui. Pour eux, je ne pense pas qu'il y ait des ménages. Je pense qu'on aurait dû commencer par ça. Oui. Demander aux uns aux autres de rester à disposition pour permettre à ce que la justice puisse faire son travail et surtout eux qu'ils puissent travailler dans la plus grande sérénité. Je le disais hier, la mort de Luceni Luceni Camara plutôt va faire en sorte que beaucoup de choses ne seront pas sues jusqu'à la fin de la vie et ça c'est quand même dommage. Ces gens-là doivent être en bonne santé, ils doivent être vivants, ils doivent être en possession de toutes leurs facultés pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable. Donc sa libération est une bonne chose. J'espère que d'autres suivront parce que l'exception devrait justement être... D'autres, on annonce en tout cas d'autres qui vont suivre Odilon. C'est l'ancien ministre de la Défense chargé des affaires présidentielles, ancien Premier ministre par intérim, on va dire ça comme ça, Mohamed Diané, qui sera fixé sur son sol le jeudi prochain. Oui, je pense que si on a salué l'avènement de la CRIEF pour savoir un peu comment les choses ont été gérées de par le passé. Il est important que la justice dans sa globalité, dans la recherche de la vérité, ne se défasse pas de son visage humain. Voilà. Quoi qu'on dise, hein, même si on est prisonnier, on a droit à un minimum de choses. Alors, ce qui est bien, ce qui est courageux de dire, c'est que la mort de Luceni Nabé est sur la conscience du procureur aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on peut penser ainsi parce que au lendemain juste, voilà que c'est une liberté provisoire qui est accordée par la chambre de contrôle d'instruction et cette fois-ci, le procureur prend la Cour spéciale n'a pas interjeté appel prend la Cour suprême. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc avec le docteur Nabé, c'est possible également que tous ceux-là qui demanderont de recouvrer une liberté provisoire pourraient bénéficier de la chose parce que c'est clair, toutes les garanties sont là à ce que ces gens ne puissent pas sortir du pays. Donc c'est un élément très important. Il serait souhaitable qu'on continue là. Moi je reviens sur les cautions. Les cautions, 10 milliards. Et c'est, moi je pense bien. Il y a quelqu'un quand même qu'on a oublié dans le trou. Depuis qu'il a protesté contre les 30 milliards de caution, on a entendu parler de lui. Suleiman Traoré quand même à un moment donné. On en parle peu. Parce qu'il n'a pas été ministre. Mohamed Ali, il y a un élément. Le paiement de ces cautions. On t'accuse d'avoir volé, d'avoir détourné. Je venais le paiement de tes cautions. Je vais là-dessus. Je ne sais pas. La liberté conditionnelle, la liberté provisoire qui est demandée sous caution, 10 milliards par rapport à celui qui est allé pour détournement et malversation. Alors, est-ce que la vérité n'est pas là pour dire qu'il a exactement touché l'argent? Parce que 10 milliards, Paul le disait que c'est beaucoup plus devant moi aujourd'hui, c'est vrai. Mais 10 milliards, c'est à peu près millions. Il n'y a pas de vérité. En fait, payer une caution pour avoir une liberté n'est pas synonyme d'être responsable. En fait. D'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord dans la gestion, mais il faut un moment. C'est des personnes qui ont géré la manne financière. De l'existence de Mohamed Ali, ne maquille pas trop. N'essaie pas de maquiller ça. Je suis en train de dire que ce sont des gestionnaires qui étaient là, ils l'ont géré un moment. L'État, ils l'ont géré, l'administration publique. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils ont détourné quoi que cela soit. Je ne suis pas en train de dire. Je dis simplement, est-ce que 10 milliards, est-ce que c'est pas pour un fonctionnaire guinéen que nous connaissons, 10 milliards, est-ce qu'un fonctionnaire guinéen peut payer 10 milliards pour une caution? C'est ma question que je pose. S'il te plaît. On est d'accord avec ta question, mais ce que tu essaies de ressortir est vicieux. Ce que tu es en train de dire, c'est que quand on paye une caution, c'est-à-dire que quand par exemple on est accusé de meurtre par exemple, et que votre avocat arrive à obtenir du juge une libération conditionnelle sous
sous caution. Vous payez la caution, ça veut dire que tacitement vous reconnaissez que vous avez tué la personne. Vous savez pourquoi on a dit la caution? Je n'ai pas dit ça, non. Attention, la caution c'est une garantie en fait. Justement, je suis pas en train de dire que la caution est-ce que vous savez pourquoi il faut faire très Suleiman Traoré, quand on a demandé la caution, il a dit je vais ramasser l'argent là. Il a dit parce qu'il dit j'ai pas l'argent là. Mais le gouverneur, tu connais pas toutes ces activités. Moi, tu peux pas m'amener à dire... Je suis en train de me poser cette question. Puisque je ne connais pas toutes les activités du gouverneur, je sais qu'il a été gouverneur, je me demande 10 milliards de francs guinéens, je me demande comme caution... On va revenir sur ce sujet, parce qu'on a un invité au bout de fil. Avec lui, on va parler de violation des droits de l'homme, Yacine Palé, bien évidemment. On sait également qu'il y a le procès du 28 septembre qui avance. Il y a une soixantaine de magistrats qui a été appelé en formation au Dillon. Je ne sais pas si vous en faites... Bon, vous n'êtes pas magistrat de toutes les façons. Vous nous interprétez la loi et c'est très bien. 7h passé de 41 minutes, mesdames et messieurs. On a au bout de fil notre invité, monsieur DS Ba. Il est le vice-président de l'OGDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Il est au bout de fil, dirais-je. Bonjour, monsieur Ba. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Première question, Odilon. Voilà, monsieur Ba, hier, le ministère de la Justice et des droits de l'homme a publié une liste de magistrats qui devront suivre des formations en prélude du procès du 28 septembre. Est-ce que cela vous rassure? D'abord, premièrement, quelle est votre première réaction? Et on va même rester sur le cadre pour qu'il y ait un peu de cohérence dans ce qu'on dit. Sur le même sujet, quelle est sa réaction aujourd'hui vis-à-vis des droits, la CRIEF et les droits de l'homme? Quel rapport peut-on établir pour vous aujourd'hui, monsieur Ba, s'il vous plaît, qu'on commence par là? Écoutez, déjà, le fait qu'il y ait une liste de magistrats qui a été donnée pour qu'il y ait la formation, cela prouve que nous nous dirigeons inéluctablement vers le procès, puisqu'après la formation, certains magistrats vont être désignés officiellement pour justement conduire ce procès. Donc c'est une très grande avancée et je pense que les semaines à venir, nous pensons que le procès s'ouvrira. Maintenant, par rapport au parallèle avec la CRIEF, j'ai suivi un peu ce que vous avez déclaré. Je pense que quand il y a une mise en liberté provisoire assortie de caution, en général, le juge, il fixe la caution en fonction du montant qui est réclamé, en tout cas qui est poursuivi, en tout cas qui est incriminé. Là, ce n'est pas parce que quelqu'un paye une caution qu'il reconnaît l'infraction ou il se sent coupable. La mise en liberté assortie de caution signifie justement que l'intéressé puisse quitter la maison d'arrêt et en contrepartie, il verse une caution en attendant que le procès ne se tienne. Si à l'issue du procès, il est reconnu coupable, en ce moment, ce montant-là viendra en déduction des sommes pour lesquelles il aura été condamné. Maintenant, s'il est libéré, à ce moment, on lui restitue la caution. Donc, il faut faire un peu la différence à ce niveau. D'accord. Aujourd'hui, on sait que de par la CRIEF, effectivement, puisqu'on l'évoque, l'ancien ministre Louseni Camara est décédé en détention. Il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées pour dénoncer cette situation. Vous, au niveau de l'OGDH, qu'en pensez-vous? Écoutez, on s'est toujours insurgé contre la détention préventive. Parce que dès lors qu'il y a des garanties de représentativité, dès lors que la personne soupçonnée ou en tout cas poursuivie apporte des garanties suffisantes pour indiquer qu'elle ne va pas fuir, elle ne va pas se concerter avec d'autres personnes pour créer d'autres infractions. Je pense qu'on peut, par exemple, la mettre sous contrôle judiciaire pour éviter la détention. Parce que à la CRIEF, normalement, pour ce qui est des délits économiques et financiers, l'objectif visé, c'est justement la récupération des fonds qui ont été détournés. Ce n'est pas forcément mettre les gens en prison. Mais nous avons vu qu'avec la CRIEF, et d'ailleurs avec les tribunaux de droit commun, la détention préventive devient presque systématique. C'est une chose contre laquelle on s'insulte toujours. Parce que si vous partez à la maison centrale, il y a tellement de personnes qui sont renvoyées, qui sont mises en détention. Parfois, ce n'est même pas nécessaire parce qu'on peut, à travers le contrôle judiciaire, permettre aux gens de répondre devant la justice tout en restant libres. Donc, c'est pourquoi il faut interpeller la CRIEF pour que cette situation change. Aujourd'hui, M. Louseni Camara est décédé sans même avoir été jugé. Aujourd'hui, c'est fini. L'action publique est éteinte. On aurait pu le laisser se soigner parce que le droit au soin est un droit fondamental dans tous les pays du monde. Donc, il faut en tout cas faire attention pour que les personnes poursuivies ne meurent pas de cette façon à la maison d'arrêt dès lors qu'il y a d'autres
possibilité. D'accord. On continue donc sur d'autres sujets, justement, Yacine Palé. Sur d'autres sujets, on a vu les informations qui circulent de jeunes qui auraient été tabassés. On dit que c'est à la faveur des manifestations appelées par le FNDC. Mais surtout, les jeunes relèvent deux choses. Premièrement, il a fallu que les parents payent une forte somme d'argent qui s'élève à coût de millions, mais également ils ont été victimes de châtiments corporels. Qu'est-ce que l'OGDH va faire dans ce cadre? Écoutez, ce n'est pas étonnant puisque c'est le même système qui continue. On nous avait promis la rupture le 5 septembre, mais malheureusement il n'y a presque pas de rupture, en tout cas dans ce domaine, dans le domaine de l'intervention des forces de l'ordre. Nous avons eu beaucoup de témoignages laissant penser que des personnes ont été obligées de payer de l'argent pour obtenir la libération de leurs enfants, ce qui est tout à fait inadmissible. C'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, les gens sont ramassés dans les quartiers, parfois en train de faire le thé ou dans leur sommeil. Ces personnes-là sont conduites dans des commissariats ou gendarmeries et c'est des rançons qui sont payées parce qu'il faut dire les noms comme il faut. En fait, c'est des rançons, c'est des gens qui sont kidnappés contre une rançon. Puisqu'on ne peut pas aller arrêter quelqu'un qui n'est même pas, qui n'est lié ni de près ni de loin à une manifestation et exiger le paiement d'une somme d'argent. C'est purement de la rançon. Deuxièmement, nous avons aussi recensé plusieurs cas de torture. Des personnes ont été torturées dans certaines unités de gendarmerie et parfois même, on fait état même des tortures dans un camp militaire. Nous n'avons pas toute la documentation, nous n'avons pas toutes les preuves, mais nous continuons à mener l'enquête pour justement situer les responsabilités à ce niveau. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un soit arrêté, quelle que soit l'infraction que cette personne aura commise, les agents de l'ordre ou les militaires n'ont pas le droit d'infliger des services corporels à une personne qui a été arrêtée. On prend une dernière question, M. Voilà. Les autorités compétentes. Maître Ba, je pense que vous suivez l'actualité, par exemple, en ce qui concerne la liberté de la presse aujourd'hui. La HAC a invité ou convoqué un certain nombre de journalistes. On avait aussi une rédaction où un journaliste a été manu militari emmené. Alors, quel est votre regard aujourd'hui sur l'état de la liberté de la presse en Guinée? Écoutez, j'ai suivi avec vous l'interpellation des convocations. Je crois que la HAC, en tout cas, de mon point de vue, est en train de sévir contre certaines pratiques. Si les journalistes ne respectent pas la déontologie, il est bien normal que ces journalistes-là soient interpellés. Mais en revanche, on ne peut pas tout azimut interpeller des journalistes par des propos qui parfois ne sont pas déplacés ou qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Moi, je pense que la HAC doit aujourd'hui se remettre en cause et surtout laisser les journalistes exercer librement leur profession. Je pense que plus d'interpellations n'honorerait pas la HAC, mais d'un côté, il faudrait aussi inviter les journalistes à plus de professionnalisme, parce que dans les émissions de grande écoute, il faut aussi faire attention à ne pas tenir des propos qui pourraient remettre en cause l'unité nationale, la paix publique, etc. Donc aujourd'hui, c'est interview la HAC pour que, en tout cas, elle agisse dans les limites de ses prérogatives. D'accord. Maître Alpha Amadou Desba, vice-président de l'OGDH, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci beaucoup. À bientôt. 7 heures passées de 49 minutes, on reste sans transition dans la Guinée. Du colonel Mamadi Doumbouya, en attendant recevoir Safiatou Guissé qui rapportera vos commentaires dans ce studio. Oui, non, je voulais juste attirer l'attention sur le droit de l'homme en Guinée, parce que vous avez vu la lettre adressée au colonel, ça veut dire que ça devient très très préoccupant. Oui. Le droit de l'homme commence à être touché et s'est reculé sous la transition, puisque le système des Nations Unies, le commissariat des droits de l'homme a adressé une lettre au colonel. C'est parce que profondément, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le droit de l'homme aujourd'hui en Guinée qui est profondément touché. Monsieur Valli le rappelait, vous avez cité un certain nombre de faits. Oui. La militarisation aujourd'hui de la zone, et puis l'interpellation de certaines, et puis la justice aujourd'hui, dans la procédure qui est biaisée à la justice aujourd'hui, et c'était la presse encore. Ça veut dire quelque part qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui des droits de l'homme qui se pose sous cette transition. Et là, il faut qu'on corrige, il faut que ces associations, ces institutions de droits de l'homme, de sauvegarde des droits de l'homme, essaient de taper le poing sur la table, au moins pour redresser un peu la transition, surtout en matière de respect des droits de l'homme. La transition, c'était passé de 50 minutes.